Les concurrences entre les grands acteurs de la Révolution, les engrenages du tamisage de l'immédiat après le cessez-le-feu et les dynamiques politiques qu'elle génère avec les alliances entre les adversaires d'hier, les concurrences entre les puissants du jour et le désir de revanche des laissés-pour-compte de la crise de l'été 62 échappent à son jugement. Il ne sait pas que ceux qui l'adulent veulent simplement intégrer un militaire à leur équation. Le sens du verbe instrumenter lui est étranger. A-t-il prêté une oreille attentive aux représentants des pétroliers français ainsi qu'il en a été accusé? Je ne l'ai jamais cru et je continue à ne pas le croire. L'infortuné Chabani, en fait, n'avait pas de but précis. Peut-être une vague ambition de devenir ministre de la Défense nationale. Il n'avait qu'une foule de bonnes raisons de choisir la sédition. Il n'en avait pas une seule de solide à même de lui garantir des alliances ou, plus tard, quand il sera devant ses juges, de mériter des circonstances atténuantes. Il s'oppose très vite à Houari Boumediene, d'abord à Ahmed Ben Bella ensuite. La solution de la sédition le tente, il franchit le Rubicon. Il ne va pas très loin, pourchassé, forcé, arrêté, il est jugé, condamné à mort et exécuté en juillet 1964. Les multiples interventions de Tahar Sbiri et des chefs de région afin qu'il ait la vie sauve sont vaines. Elles butent sur le refus catégorique de Ben Bella. L'exécution du jeune colonel est en réalité un avertissement direct donné par Ben Bella à quiconque s'aviserait de s'opposer à lui. La mise à mort du jeune colonel Chabani suscite une réprobation générale au sein de l'ANP. Tous comprennent que Ben Bella ne reculera devant aucune extrémité pour pérenniser son pouvoir. Je rentre en Algérie en janvier 1965. Après un mois de congé, je suis nommé directeur central du matériel au ministère de la Défense en remplacement du capitaine Bouzada, envoyé à son tour à Moscou. Après l'accalmie de la scène politique, les premières failles dans le tandem Ahmed Ben Bella-Houari Boumediene se révèlent. Boumediene, vice-président et ministre de la Défense, est en déplacement en URSS à la tête d'une délégation militaire dont je fais partie. L'Arbi Belkhir nous informe que l'avion présidentiel qui nous a transportés à Moscou est reparti sur Alger le lendemain de notre arrivée sur ordre de Ben Bella et sans que Boumediene n'en soit averti. Boumediene est ce jour-là dans une de ces colères froides et silencieuses d'où jamais rien de bon ne sort. Les soviétiques nous invitent à prolonger notre séjour pour prendre part aux festivités commémorant leur fête nationale le 9 mai. Nous restons dans la capitale soviétique un mois. Pour mieux faire dans la provocation, Ben Bella envoie à Moscou une autre délégation officielle afin de représenter l'Algérie à la fête nationale soviétique, alors que son vice-président de la République est sur place. Par cette incroyable initiative, Ben Bella internationalise la crise. Nous mesurons tous la capacité de Houari Boumediene à garder son sang-froid, même quand la couleuvre à avaler est de taille. Embarrassés, les dirigeants soviétiques usent d'acrobatie pour éviter que les deux délégations algériennes se croisent. L'affront de Moscou marque la rupture officielle de l'alliance entre les deux hommes. C'est ce jour peut-être que Ben Bella a scellé son destin. Sur ces entrefaites, Ben Bella nomme Tahar Sbiri chef d'état-major général de l'ANP à l'insu de son ministre de la Défense. Nous apprenons la nouvelle dans le quotidien Alger républicain. Boumediene a un seul commentaire, ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Puis, ils se murent dans le silence. Le coup d'État du 19 juin 1965. L'opposition entre Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene est d'abord une incompatibilité de caractère. Boumediene est posé, réfléchi, économe de mots, lent à l'éclat et ne fait rien sans d'abord préparer les instruments objectifs du succès. Ben Bella, plein de fougue, de verve, de panache, de romantisme et de spontanéité, ne vit que pour la foule. À son contact, il s'euphorise, plane, s'orbite, se satellite. Il la fait vibrer par des formules à l'emporte-pièce. Jinna Rahma, nous sommes une bénédiction de Dieu. Mu'jiza, nous sommes capables de tous les miracles. Hagrouna, ils ont touché à notre dignité. El Hammam, nous imposerons aux bourgeois une cure d'amaigrissement par le bain turc. Narcissique, fantasque, brouillant, populiste, adoré des femmes, il perd toute mesure dans le tohu-bohu colorié des places publiques. Entouré de trotskistes et d'agents nassériens, il se noie dans des schémas nébuleux et chaotiques d'un islamo-soviéto-algéro-socialisme. Il multiplie les erreurs, rampe avec les compagnons des années d'épreuve. Sa police politique arrête, torture, place en résidence surveillée ou exile, y compris des cadres prestigieux de la Révolution. Sa démarche chaotique lui aliène peu à peu tout le monde. Selon lui, les difficultés qu'il rencontre sont dues à la mauvaise volonté des hommes et non pas à l'état du pays.
Alors les ministres, les préfets et les maires sont démis en un tour de main. Toujours dans le but d'isoler son vice-président, il s'attaque à ses compagnons de la première heure, tour à tour partent Medgheri, Qaïd Ahmed ou Bouteflika. Ces intrigues de Ben Bella culminent lors du congrès du FLN qui se déroule dans la salle de cinéma L'Afrique à Alger en avril 1964. Certains congressistes, circonvenus par lui, prennent à partie Boumedienne. Ils lui reprochent de restructurer l'armée grâce à des officiers issus de l'armée française. Houari Boumedienne, qui a vu ces hommes auxquels on jette la pierre à l'œuvre pendant la guerre, refuse cette catégorisation injuste des Moudjahidines. Il défend une vision de l'ANP riche de tous ses apports et de toutes ses compétences. L'insubordination du capitaine Bouhnen, commandant du quartier général du ministère de la Défense, est inspirée par Ben Bella. Boumedienne, apprenant l'attitude pleine d'arrogance de Bouhnen à l'égard du secrétaire général du MDN, se rend au QG situé à la place du 1er mai. Trouvant le portail fermé, il tente de l'escalader. Un officier le met en joue. Boumedienne se retire et prend des dispositions pour mater les rébellions. Au bout de 24 heures, Bouhnen se rend. La création de la milice, quelque temps plus tard, montre que Ben Bella veut disposer d'une force militaire dépendant de lui seul. La milice confiée au commandant de la LN, Mahmoud Ghennez, connaît un début d'organisation et d'équipement. En tant que responsable du matériel, je reçois un jour l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Il vient m'annoncer l'arrivée prochaine d'un bateau d'armement en provenance de son pays. En lisant le connaissement, je suis étonné par la nature des matériels qu'il liste. Ces armements ne peuvent être utilisés que par une armée conventionnelle et certainement pas par une milice. Le diplomate veut-il par mon intermédiaire avertir le MDN? La Chine veut-elle prouver par ce geste qu'elle a sa propre politique algérienne qui se résumerait à ceci: nous ne voulons pas, d'une façon directe ou indirecte, être entraînés dans un affrontement fratricide dans l'Algérie amie. Je m'interroge jusqu'à ce jour. Nous ne sommes pas naïfs. La milice n'est pas destinée à envoyer des bourgeois au hammam, mais à s'opposer par les armes à l'ANP, encore composée à 90% de moudjahidines. Dans la haute hiérarchie de l'armée, c'est la désillusion. Ben Bella est de ceux qui ont déclenché la révolution de novembre. Les militants indépendantistes lui vouent beaucoup de considération pour les épreuves qu'il a endurées tout au long de son parcours politique. Et voilà qu'il envisage froidement de verser de nouveaux le sang pour assouvir sa soif de pouvoir absolu. La milice n'est que la vieille idée d'une force armée capable d'inverser le rapport des forces au détriment de l'ANP. La force locale de l'avant-indépendance a été une sorte d'avant-première. J'ai dit plus haut que l'EMG avait très bien compris les buts inavoués de ceux qui avaient à Évian accepté la création de cette armée. Ce ne sera pas la dernière tentative effectuée dans ce but. 3 décennies plus tard, et je le développerai dans le détail dans le 2e volume de mes mémoires, les islamistes algériens essaieront avec l'AIS, Armée islamique du salut, de créer une force militaire qui leur permettrait de contourner ou d'abattre l'armée nationale. Le mois de juin 1965 commence bien pour Ben Bella. C'est sous sa présidence à Alger que va se tenir la commémoration du 10e anniversaire de la conférence de Bandung. Des chefs d'État prestigieux commencent à arriver. Des bruits courent que le président va annoncer de grands changements dans le gouvernement. Tout le monde devine que Boumedienne est sur la liste de ceux qui vont être démis. Ben Bella estime que personne ne tentera quelque chose contre lui à la veille d'un rendez-vous international d'une telle importance. Il est confiant. Il va à Oran assister à un match de football dont le prestigieux Pelé est la vedette. Il reprend ensuite l'avion sur Alger. La veille du 19 juin à 16h, le colonel Chabou me convoque dans son bureau. Il a un document à la main. C'est un ordre opérationnel. Je le parcours rapidement. Ma mission consiste d'abord à préparer techniquement, en les déstockant, des chars entreposés à Dar el-Baïda, ensuite à veiller au maintien de l'ordre dans la partie ouest d'Alger, scindée en 2 secteurs. La partie est est dévolue au capitaine Chérif Djoghri. Slimane Hoffman est chargé de positionner les chars dans les endroits névralgiques de la capitale. Le renversement de Ben Bella est en marche. Je m'installe à la direction du matériel entouré d'officiers de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Je m'entends avec Djilloul Khatib, directeur du protocole du président, en fait secrétaire général, sur le code qui doit signaler la réussite de l'opération. Le 19 au matin, Khatib m'appelle, l'oiseau est en cage. Tout s'est déroulé comme prévu. Quand le matin je quitte le ministère de la Défense, où je me rends aux aurores, je remarque des citoyens désabusés. Nous voilà encore avec de nouveaux problèmes, semble dire leur regard. De retour à mon bureau, un message me signale que des étudiants manifestent à Tafoura.
Le capitaine Ali Belaziz se trouve dans les parages. Il va à la rencontre des jeunes et se met à danser au rythme de leur chant. Surpris par l'étrange chorégraphie de notre homme, il se disperse. Comme quoi, l'humour est le meilleur antidote contre les humeurs. À Annaba, la réaction populaire est plus violente. Dans ce genre d'événement, les mouvements de foule et la non-maîtrise d'une situation qui dégénère peuvent mener à des drames. Il y eut, hélas, effusion de sang. Le lendemain du 19 juin, j'arrête le responsable de la sécurité nationale égyptienne près de l'hôtel Aleti Sefir actuellement. Au même moment, des sous-marins égyptiens sont à la limite de nos eaux territoriales. Ils nous demandent d'accoster pour se fournir en carburant. Notre réponse est négative. Nous croyons deviner pourquoi ces sous-marins sont aussi proches de nos côtes et pourquoi le responsable de la sécurité égyptienne se trouve à Alger. Les Égyptiens, fâchés par le renversement de Ben Bella, nous demandent de leur restituer les 5 MiG-15 qu'ils nous ont offerts au lendemain de l'indépendance. Un autre destin pour l'Algérie. En 2 années, les anciens prisonniers d'Aulnoy, les 5 hommes qui auraient pu donner à l'Algérie un autre destin, disparaissent de la scène politique après s'être déchirés et combattus d'une façon impitoyable. Ben Bella, craignant leur concurrence, a écarté ses compagnons de lutte et de détention l'un après l'autre, avant d'être écarté lui-même. Il est en prison. Aït Ahmed également. Khader est en exil à Genève. Il dispose du trésor de guerre du FLN qu'il refuse de rendre. Ses jours sont comptés. Mohamed Boudiaf, qui a créé le PRS, parti de la Révolution socialiste, condamné à mort en 1964, est réfugié au Maroc. Rabah Bitat, qui est resté longtemps silencieux, rallie le pouvoir ici du 19 juin. Comment aurait évolué l'Algérie si les élites politiques et militaires de la Révolution avaient veillé à une sortie de guerre apaisée? On ne refait pas l'histoire. Toujours en 1965, alors que je suis encore directeur du matériel, je suis chargé par Boumediene du transfert en Algérie de nos matériels militaires entreposés au bord du Nil. Après m'être fait précéder 1 mois auparavant par le lieutenant Abdelrahman Ben Atiyah, j'affrète un bateau et prends l'avion pour l'Égypte. Au Caire, je prends attache avec notre chargé d'affaires. Après plusieurs contacts, nous sommes orientés vers le département logistique de l'état-major égyptien où nous nous rendons dans la voiture de l'ambassade. On nous fait entrer dans le bureau du responsable. Il est en réunion avec un groupe d'officiers. Il nous ignore et continue sa discussion. Assis dans un coin, nous attendons qu'il daigne bien s'apercevoir de notre présence. Le manège dure un bon quart d'heure. Enfin, il bascule son fauteuil, se tourne vers nous et nous demande le but de notre visite. Je lui explique que nous venons récupérer les matériels de l'ALN emmagasinés dans leur entrepôt. Il répond hautain « Vous nous l'avez donné. D'ailleurs, nous disposons d'un document qui le prouve. » Je demande à voir le papier. Il m'invite à revenir le lendemain, à la même heure. Trop d'inconvenances de sa part nous interdisent de serrer la main qu'il nous tend. Je récupère le document le lendemain après avoir apposé ma signature sur un reçu. La mise à disposition de l'Égypte de nos matériels est signée par le colonel Ben Ouda, attaché de défense auprès de notre ambassade au Caire, y compris les matériels lourds, ultramodernes, donnés par la Chine et l'URSS. Le bateau que j'ai affrété revient d'Alexandrie, chargé de briques et de brocs. Une évaluation approximative montre que les autorités égyptiennes ont accaparé une quantité d'armes suffisante pour équiper une bonne partie de nos unités d'infanterie et d'artillerie de l'époque. Une fois à Alger, je me rends chez le président Boumediene qui, après lecture de la lettre, est pris d'une colère qu'il maîtrise à grande peine en ma présence. Je ne m'explique pas comment un attaché de défense peut signer un document aussi capital sans en référer à son supérieur hiérarchique, le ministre de la Défense. La Libye, où nous avons également des matériels, ne nous pose, elle, aucun problème. Après le retour du capitaine Bouzada de son stage, je suis appelé par Abdelkader Chabou. Il me propose de rester à la tête de la direction du matériel. Je n'ai pas de disposition particulière pour le métier de magasinier. Le poste ne me convient pas. Je le dis à Chabou. Je suis alors affecté à l'état-major dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, près de l'hôtel Saint-Georges, El Jazair actuellement, sans mission précise. Bahar Zbiri, chef d'état-major, s'est entouré de jeunes officiers pour lesquels j'ai beaucoup de considération pour leur passé au sein de l'ALN, mais dont je ne partage pas les idées. L'atmosphère est pesante, rue Franklin Roosevelt. Le commandant Ammar Mellah, qui joue au second de Zbiri, mène une véritable campagne contre le ministre de la Défense et les responsables des différentes directions du ministère. Nous sommes en 1966, le conflit avec le Maroc semble se rallumer. Je demande à partir commander une unité de combat
chose accordée. Je prends la tête de la 2e brigade d'infanterie motorisée dont le terrain d'opération couvre les régions de Mchriya, Ain Sefra et le Biod, Sid Chir, face à la frontière avec le Maroc. Le 14 décembre 1967, je suis à Ain Sefra quand le colonel Tahar Zbiri, après une crise de 2 mois, tente de renverser Boumedienne. J'ai vent de ce qu'il se passe à Alger dès le 3 novembre de la même année. Chedli Benjdid, chef de la 2e région militaire, nous demande à Abdelkader Abdellaoui et moi-même de l'accompagner à la réception organisée en l'honneur des attachés militaires étrangers. Durant la cérémonie qui se tient au club des officiers à Raïs Hamidou, Lekhal Ayat me donne des détails. Le chef d'état-major n'a pas assisté aux festivités du 1er novembre. Il n'a même pas participé au traditionnel défilé militaire. C'est le colonel Abbas qui préside la cérémonie à sa place. Le colonel Mohamed Salah Yahyaoui, que je rencontre plusieurs fois durant le mois de Ramadan de cette année, me donne d'autres détails. Les opposants à Boumedienne avaient selon lui essayé de le pousser à changer de position vis-à-vis de certaines questions. Des questions qui tournent, comme c'est toujours le cas, autour du leadership. Ces personnalités veulent mettre Boumedienne en minorité au sein du Conseil de la Révolution en faisant voter contre lui les membres du groupe dit du 20 juin, c'est-à-dire ceux qui ont rejoint le Conseil de la Révolution après le renversement de Ben Bella. Boumedienne refuse cette réunion dont le but affiché est de mettre à mal sa légitimité. Les choses se compliquent pour lui quand il s'aperçoit que certains responsables de la haute hiérarchie de l'armée ne veulent pas se positionner et demeurent dans l'expectative. Je passe la nuit du 3 au 4 novembre à Alger. Le lendemain, je rentre sur Ain Sefra, mais les échos de ce qui couvre dans la capitale parviennent jusqu'à moi. Les conciliabules sont fréquents en temps de crise. Quelques jours plus tard, j'apprends qu'un officier venu discrètement de Batna a organisé une réunion au domicile d'un officier à Mchriya avec une poignée de gradés ayant des liens avec le groupe qui gravite autour de Zbiri. Cela ne m'inquiète pas outre mesure parce que les unités que je commande sont loyales et les munitions, tant pour les blindés que pour l'infanterie, sont dans une caserne à Mchriya sous les ordres du capitaine Ahmed Jennouhat, un légaliste à toute épreuve. Un vieux maquisard, le lieutenant Ahmed Khouja de l'unité blindée, me confirme qu'une réunion s'est effectivement tenue. Il m'affirme qu'il ne sait pas le détail de ce qui s'y est dit, mais il est à peu près sûr qu'il est question de la préparation d'une sédition. Selon lui, un seul chef de compagnie semble pencher du côté des sbiristes. Comme les munitions sont sous bonne garde et que les équipages des chars sont bien pris en main, je suis serein. Après chaque réunion qu'il a avec Boumedienne, Chedli Benjdid nous fait à Abdellaoui, commandant de la 1e brigade d'infanterie positionnée à Sidi Bel Abbès, et moi-même, le point sur l'évolution de la crise. La nuit du 14 au 15 décembre, à 2 heures du matin, il me téléphone pour m'apprendre que les unités fidèles à Zbiri marchaient sur Alger. Des unités de la brigade d'Al-Asnam Shlef sous le commandement de l'Ayashi Houesniya, ainsi que celle de Médéa commandée par Qaram Ammar et de Khmis Meliana de Abdeslam Mebarkiya, convergent sur Blida. Le putsch est d'avance voué à l'échec. Comment en effet est-il possible que des chars à chenilles puissent parcourir une distance de plus de 200 km sans porte-chars? Le 1er bataillon de chars fer de lance de l'opération laisse sur la route la plupart de ses engins à court de carburant. Des élèves en formation dans les écoles du génie, des unités loyales, des gendarmes et des escadrons de l'aviation sont opposés aux putschistes. Après quelques coups de bazooka et de roquettes d'avions MiG-17 et MiG-21, les séditieux s'égayent dans les montagnes avoisinantes, laissant derrière eux chars et véhicules. Saïd Abid, chef de la 1re région militaire qui n'a pas réussi à dissuader les 3 chefs de bataillon cités plus haut à ne pas rejoindre Zbiri, se suicide. Son chef d'état-major, le colonel Medaoui, et l'officier d'état-major Rachid Aïsset, 2 de ses plus proches collaborateurs, dont les bureaux sont à côté du sien, ne peuvent que constater sa mort. L'Algérie perd un officier promis à un brillant avenir. L'état-major romain de Zbiri n'a jamais constitué en tant que tel un danger pour Houari Boumedienne. L'état-major que coiffait Zbiri était, sur le plan des prérogatives, une coquille vide. Zbiri n'avait pas de commandement direct sur les unités. Le danger encouru par Houari Boumedienne était d'une autre nature. Il se situait au niveau de la relation personnelle avec les officiers. Ben Bella n'a jamais pu s'intercaler entre Houari Boumedienne et les différents gradés de l'armée. Zbiri, officier sorti du rang, respecté pour son passé et pour son courage, apprécié pour sa probité, bénéficiait d'une grande popularité chez la majorité des cadres de l'ANP
y compris chez les chefs de région. La conclusion de l'épreuve de force du 14 décembre 1967 donne à Houari Boumediene l'occasion d'écarter de son chemin, plutôt qu'un adversaire politique, un rival au sein même de l'institution. Le jour d'après l'échec de Zbiri, Houari Boumediene apparaîtra différemment. La mue sera rapide et significative. Le pouvoir personnel absolu et incontesté donnera au président du Conseil de la Révolution, dans peu de temps, un autre visage. La 2e brigade d'infanterie portée en Égypte. Dans cette 3e partie du livre, je raconte comment, il y a 50 ans, l'Algérie et son armée se sont engagés aux côtés des frères égyptiens au moment le plus terrible de l'histoire de l'Égypte, quand, après la guerre des 6 jours, l'étendue de pertes et la douleur de l'humiliation ont mis les peuples arabes en deuil. La guerre d'usure commence après la mort du général Abdelmonem Riyad et d'une partie de l'état-major de la 2e armée face à Ismaïlia le 11 mars 1969. Elle a constitué en des harcèlements répétés de l'occupant retranché sur la rive orientale du canal de Suez. Elle l'a maintenu dans un qui-vive permanent. La guerre d'usure a duré plusieurs années. Elle a coûté à l'Égypte beaucoup de sacrifices. Comme l'a écrit le général Saad ad-Din Chazli, comme j'ai pu le constater moi-même,